l'expulsion des Morisques, c'est-à-dire des musulmans qui avaient accepté de se convertir et qui étaient restés entre 1609 et 1614. Mais dans notre revue, nous abordons plutôt les discours qui se sont opposés à l'histoire officielle. Donc, d'une part, les intellectuels qui ont argumenté contre l'expulsion des Morisques, ceux qui ont créé des faux pour prouver la légitimité des Morisques en terre chrétienne et leur catholicisme pratiquement naturel, et d'autre part, ceux qui, à travers des fictions, ont essayé de développer une contre-histoire cryptique faite de mémoire collective, soit dans des ouvrages, des fictions anonymes, certaines nouvelles de morts nobles, le voyage de Turquie par exemple, ou dans l'œuvre de Cervantes, de nombreux articles sont consacrés à l'œuvre de Cervantes à ce sujet. Pour ce qui est de la période contemporaine, de nombreuses facettes sont abordées. Je vais aller très rapidement. Les rapports entre les Juifs séfarades et l'Espagne après l'expulsion, en particulier la période philo-séfarade de l'Espagne au début du XXe siècle, le protectorat marocain des trois cultures, l'hispanité d'Oran à certaines époques, l'influence des trois cultures dans la littérature depuis le XVIIIe siècle, donc européenne, depuis le manuscrit trouvé à Saragosse de Potosky jusqu'à des auteurs comme Juan Goytisolo, que nous avons la grande chance d'avoir aujourd'hui avec nous, ou José Manuel Fajardo, qui est l'invité de notre second numéro, en passant par Pérez Galdós, ce qui peut paraître plus étonnant à ceux qui connaissent l'histoire de la littérature espagnole du XIXe siècle, ou les traces dans la littérature hispano-marocaine. Nous avons aussi une interview de Mohamed Sibari, qui est un auteur marocain de langue espagnole, ou encore dans la littérature américaine, en particulier dans l'œuvre de Carlos Fuentes. Il y a aussi des articles sur les transferts culturels entre Al-Andalus et l'Amérique latine. On en voit les traces dans les influences réciproques musicales, par exemple, et de manière plus pratique, je vais donner deux exemples. La réalité de la cohabitation actuelle des trois cultures dans les enclaves africaines de Ceuta et Melilla, qui ne sont pas idylliques, et la guerre des mémoires à Grenade, en particulier au moment de fêtes traditionnelles comme les fêtes de morts et chrétiens, quand on célèbre la victoire des... Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, ou la fête de la prise de Grenade, chaque année, qui, hélas, donne l'occasion à certains groupes d'extrême droite, parfois même de droite populaire, de récupérer une rhétorique de la reconquête pour condamner l'immigration maghrébine actuelle en Espagne. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Je vais juste dire qu'évidemment, de nombreux autres sujets pourraient être abordés sur l'enjeu de la transmission de l'héritage des trois cultures, et je pense en particulier à la place de celle-ci dans les programmes scolaires et dans les manuels, aussi bien au Maroc, en Algérie, en France, en Espagne qu'en Amérique latine. Ça pourra peut-être faire l'occasion de notre débat ou de notre numéro. Je vais donc tout de suite laisser la place et la parole, et c'est vraiment un très très grand honneur pour moi, et je pense pour nous tous, à Juan Goytisolo. Je voudrais féliciter à Habib Samrakandi et à la revue Horizon Maghrébin pour consacrer un numéro spécial sur l'Espagne des trois cultures. Parler de l'Espagne des trois cultures, c'est rentrer immédiatement en conflit avec le récit historique national. Chaque pays, il a son récit historique, et notre récit historique, il est faux comme tout le récit patriotique, parce qu'il laisse de côté tout ce qui ne convient pas au récit. En Espagne, c'est très clair, c'est-à-dire on parle, il y a eu les Phéniciens, les Grecs, les Romains, après les invasions des Visigoths, etc., et tout ça s'est intégré dans la nationalité, le récit national espagnol. Mais curieusement, il y a tout l'élément sémite, autant l'arabe que les juifs, est laissé de côté. Il y a eu la reconquête,
on a vaincu les Arabes, il a eu l'expulsion des Juifs, il a eu l'expulsion des Morisques, et comme ça, tout s'est établi une identité espagnole fixe. C'est ça le récit que j'ai appris quand j'étais enfant, qu'on donne. Et malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Il y a eu une transition démocratique en Espagne, mais il n'y a pas eu une transition culturelle. Parler de certaines choses, c'est encore un tabou. Et un des plus grands connaisseurs de la culture espagnole de tous les temps, le début, si on peut dire, du poème de Mio Cid jusqu'au XVIIIe siècle, Francisco Márquez Villanueva, qui est invité ici, mais malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu venir, il a parlé de l'existence de 3 tabous dans l'histoire espagnole. C'est une précision très, très exacte. Le premier tabou, c'est le caractère mudéjar de notre culture. Pendant 3 siècles, autant la culture castillane que la catalane. C'est-à-dire tout le monde reconnaît le mudéjarisme comme un élément extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans le reste de l'Europe, mais on parle d'un art mudéjar parce qu'il y avait une société mudéjar et parce qu'il y avait aussi une littérature mudéjar. C'est-à-dire, on peut dire qu'à partir du poème de Mio Cid, que c'est le premier récit épique de l'épique arabe écrit dans une langue néolatine. On peut dire aussi le Comte de Lucanor, Khalil Adibna, tout ce qu'on a traduit au Moyen-Âge, c'était la manifestation de l'hybridisme culturel qui a caractérisé autant la littérature castillane que la catalane. On peut trouver le récit de Mille et une nuits de Alf Lilaulila dans Ramon Llull, dans l'influence d'Anselm Turmeda ou Jacob Jalovin dans la littérature catalane. Elle ne serait pas ce qu'elle est, cette grande culture qui a été oppressée pendant la dictature de Franco. Et l'importance de l'élément arabe était évidente. C'est-à-dire, on a oublié ça d'une telle façon que, par exemple, maintenant, l'Alhambra, je vous donne un exemple. L'Alhambra, c'est le monument peut-être le plus visité du monde entier. Eh bien, en 1830, des voyageurs anglais qui allaient là-bas nous ont donné un récit, c'était complètement abandonné. C'était les gitans qui dormaient là-bas. Et quand ils racontaient la beauté aux habitants de Grenade, les habitants de Grenade disaient, c'est George Borrow, in the Bible in Spain, qui a été très bien traduit par l'ancien, le dernier chef d'État démocratiquement élu en Espagne. Je parle du président de la République, Manuel Azaña. Bon, Manuel Azaña, qui a traduit George Borrow, il racontait les merveilles de l'Alhambra à la population. Il disait, les réponses, il met ça en espagnol dans les textes anglais. Ah, esas cosillas de los moros. Bon, voilà. Ça vous donne une idée de rejet de cet élément. Il faut dire que ça il a eu une influence, c'était la phrase un peu aimable de dire l'Afrique commence aux Pyrénées, cette phrase de nos amis français. Ça a été senti comme une offense et alors on essayait rassembler, d'être européen, et ça devait éliminer tout ce dans le passé espagnol qui ne concordait pas avec l'Europe. Et bon, ça c'était un des premiers tabous. Le deuxième tabou, c'est l'importance décisive du conflit de castes, c'est-à-dire entre les juifs convertis après l'expulsion et les vieux chrétiens. On ne peut pas comprendre la littérature espagnole sans tenir compte de ce conflit qui était essentiel. À partir des premiers pogroms de 1391
et d'autres qui ont suivi tout au long du XVe siècle. Il a eu la conversion forcée d'une partie des Juifs. Ceux qui n'ont pas voulu se convertir ont été expulsés. Une grande partie sont partis, ont allé en Afrique du Nord, d'autres au Portugal, qui les a accueillis pendant un certain temps. Et on ne peut pas comprendre la littérature, c'est-à-dire il y a la spiritualité juive à l'intérieur de la littérature espagnole était extraordinaire. D'un côté, il y a le rationalisme. Ceux qui ont été convertis à la force, par force, et qui avaient oublié la tradition religieuse plus ou moins de ses ancêtres, mais sans accueillir non plus la nouvelle religion que les imposait par la force. Alors ils étaient dans un no man's land qui favorisait la pensée rationnelle et indépendante des religions. On peut tracer le début de la philosophie. Bon, il avait l'influence, il ne faut pas oublier, de l'averroïsme latin, une rouge, la présence qui a semé quand même qui a eu comme Alain de Libera dans son livre sur l'influence de l'averroïsme latin en Europe, c'est important. Mais bon, on peut dire qu'il y a la ligne rationaliste à partir de la Célestine de Fernando de Rojas. C'est le premier grand texte littéraire d'Occident où il y a manifestement